bourgeois et les seigneurs, hein. Et ce mouvement va aboutir aux libertés communales. À partir de l'an 1000, à partir du XIe siècle, hein, vous avez dans toute l'Europe de l'Ouest, je précise, tout un mouvement des artisans, commerçants, des petites gens, pour obtenir leur indépendance par rapport au féodalisme. Alors dans certains cas, ils vont racheter leur servitude. Les seigneurs ont besoin d'argent, donc on paye. Vous nous donnez le papier par lequel on est asservi pour vous donner tant d'argent. Et dans d'autres cas, ils vont se révolter et puis ils vont obtenir leur liberté. Voilà. Et puis il y a un deuxième aspect sur lequel je vais m'attarder un petit peu, ce sont les guerres des gueux contre les nobles. Hein. En France, ça sera les jacqueries. Alors pourquoi on appelle jacquerie? C'est le terme a été donné d'abord à ce qu'on appelait la grande jacquerie de 1358. Et puis par extension, on va appeler jacquerie toutes les révoltes paysannes de l'Occident médiéval dans l'Ancien Régime. Alors c'est une liste très longue hein, qui couvre une très grande partie des territoires, et notamment les 2/3, les 3/4 du territoire actuel de la France ont été à un moment ou à un autre sous contrôle de ces jacques. On a une étude célèbre là-dessus, c'est celle de Boris Porchnev, historien de l'époque soviétique, qui a écrit un excellent livre, qui s'intitule « Les soulèvements populaires en France, 1623-1648 ». Vous apercevez que toute cette partie de l'histoire de France, qui correspond en gros au règne de Louis XIII, et puis à la Fronde, etc., toute cette partie-là, que dans les cours d'histoire, on vous présente surtout comme des batailles diplomatiques, éventuellement des querelles de succession, etc. En fait, les 2/3 du territoire français étaient en jacquerie. Les 2/3. Alors, c'est intéressant, le livre de Porchnev, je vais dire un petit mot là-dessus, parce que c'est très révélateur. Porchnev, donc, est un soviétique, il essaie d'écrire une histoire marxiste. Pour lui, c'est la lutte de classe qui explique ces jacqueries, donc il donne des analyses de ça. Et il fait ça à partir d'un fonds d'archives extrêmement important, qui se trouve, non pas en France, mais au musée de l'Ermitage à Pétersbourg, qui était arrivé là parce que le chancelier Séguier avait laissé ses archives à quelqu'un qui finalement les a revendus, on ne sait pas trop comment, à un noble russe qui les a ramenés à Pétersbourg. Bref. Donc il a des archives, hein, ce soviétique, et des choses sérieuses, quoi. Et ce qui est très marrant, c'est de voir les comptes rendus qui ont été faits en France. On n'a pas aimé du tout son livre. Ah, un horrible marxiste qui explique ça par les luttes de classe. C'est pas bien du tout. Alors, vous avez les trucs mesquins habituels du monde universitaire. Comment il dit ça? Mais il n'y a pas cité mon élève qui disait déjà ça. On peut retrouver tout ça, parce que Internet ne laisse plus impunis les crimes contre l'esprit commis par le passé. Bon, il y en a même un qui écrit, dit, c'est quand même incroyable, c'est la première fois que quelqu'un écrit sur les séditions en étant partisan des séditieux. Alors, cette grande jacquerie, c'est un soulèvement paysan qui intervient dans les campagnes d'Île-de-France, de Picardie, de Champagne, d'Artois, de Normandie, lors de la guerre de 100 ans, hein, dans un contexte de crise politique, militaire et sociale. Les nobles qui dominent, ils ont pris la pâtée parce que les Anglais les ont battus. Voilà, ça arrive souvent, ces choses-là. Quand votre classe dominante s'est fait battre, elle a moins de prestige et d'autorité pour continuer de dominer. Donc les paysans se sont révoltés parce que du même coup, comme ils avaient été battus, les nobles en profitaient pour les pressurer un peu plus. Bon, alors cette révolte, elle tire son nom de Jacques Bonhomme, hein, c'est la figure anonyme du vilain, hein, voilà, du paysan, du pecno, du pécor, du plouc, appelez-la comme vous voulez. Comme moi j'en suis, ça tombe bien. Ça viendrait certainement de la veste courte que portaient ces paysans qu'on appelait des Jacques. Bon. Son chef est un nommé Guillaume Carle, qu'on a surnommé donc Jacques Bonhomme. Voilà. Alors cette révolte va être prolongée dans toute une série d'autres révoltes populaires qui vont être chroniquées, donc on a beaucoup d'annales hein, sur ces révoltes. Alors les causes sont multiples. Impopularité de la noblesse, simultanéité d'un certain nombre de mouvements insurrectionnels, et puis un certain nombre d'autres membres des classes dominantes essaient d'en jouer. Par exemple, Étienne Marcel, le prévôt des marchands de Paris, qui a mal fini, avait au départ soutenu le mouvement.
parce que ça l'intéressait contre ses adversaires. Puis après, quand il a vu que ça commençait à chauffer trop, il a changé de camp. Tout ça ne lui a pas réussi. Donc voilà. Alors, selon le chroniqueur Froissart, il dit ce simple passage, ils déclarèrent, c'est Jacques, que tous les nobles du royaume de France, chevaliers et écuyers, haïssaient et trahissaient le royaume, et que cela serait grand bien que tous les détruisent. Leurs se recueillirent et s'en allèrent sans autre conseil et sans nulle armure, seulement armés de bâtons ferrés et de couteaux, en premier à la maison d'un chevalier qui, près de là, demeurait. S'y brisèrent la maison et tuèrent le chevalier, la dame et les enfants, petits et grands, et brûlèrent leur maison. Puis un petit peu plus loin, ils tuèrent un chevalier et boutèrent en un hâtier, le tournèrent au feu et le rôtirent devant la dame et ses enfants. Vous voyez, ils ne faisaient pas dans la dentelle non plus. Hein. Eh oui, ça fait peur, hein, les mouvements populaires, ça fait peur. Voilà. Ça n'a pas changé. Hein. Alors, l'issue de la révolte, ça va être la formation d'une contre-jacquerie marquée par une violence extraordinaire que les contemporains ont encore plus, qui a encore plus effrayé les contemporains que la révolte elle-même. Hein. Après avoir exterminé bon nombre de révoltés, le comte de Foix et Jean de Grailly assiégèrent la ville de Meaux, dont quelques quartiers ont été incendiés, et Charles de Mauvais participa à la répression. Et le 6 juin, lors d'un grand carnage à Mélo, c'est le village d'origine de Jacques Bonhomme, hein, il a mis fin à la révolte avec beaucoup d'atrocités. Hein. Les chefs révoltés avaient reçu des assurances qu'il y aurait une trêve, mais du coup, donc ils se rendent benoîtement. Il ne faut jamais croire les dominants quand ils vous donnent des assurances. Ça, c'est comme dans les films de voyous, quand la mafia vous a capturé, ne croyez pas ce qu'ils vous proposent. Eh bien, quand il s'est rendu, eh bien, en guise de clémence, on l'a torturé et décapité. Bon, alors par la suite, le roi a calmé les choses, il a promulgué des décrets de clémence royale, qui font partie aussi des lettres de rémission, donc, qui font partie des documents dont nous disposons. Je vais vous donner une autre grande révolte de paysans. Alors, on en a retrouvé un de ces révoltes paysannes jusqu'au moment de la Restauration, avec l'affaire de Jacou le Croquant. Hein, voilà. On a vu ça à la télévision, Jacou le Croquant jadis. Hein. Bon. En Allemagne, on a eu, alors beaucoup là aussi de révoltes paysannes, il y en a une qui est restée fameuse, c'est la Grande Guerre des paysans du Pays de Bade, qui mêle des motifs de révolte contre les nobles à des motifs religieux. Ils ont un inspirateur, c'est Thomas Münzer, et sur ce sujet, on dispose de deux bons livres, à mon sens, hein, qui sont le travail de Engels sur la guerre des paysans en Allemagne, et le livre de Ernst Bloch, Thomas Münzer, théologien de la Révolution. Alors c'est un mouvement qui naît en 1524 dans le sud du Pays de Bade, lorsque les paysans se refusent à la corvée de ramassage des coquilles d'escargots. Ouais, ils jugent que c'est abusif, hein. Un peu raison quand même. Ils obtiennent le soutien donc du curé du coin, qui est converti à la Réforme, parce qu'on est dans le mouvement de la Réforme, donc ils vont devenir luthériens. Hein. Et ils signent entre eux un traité d'assistance mutuelle, et ils définissent des objectifs à la fois sociaux et religieux, et puis cette révolte se développe dans toute la Souabe, la Franconie, en Alsace, dans les Alpes autrichiennes, et puis les paysans prennent des châteaux et des villes. Ils s'emparent par exemple de Ulm, Erfurt, de Saverne en Alsace. Alors on a des revendications religieuses, par exemple ils demandent l'élection des prêtres par le peuple, la limitation du taux des dîmes, bah ouais. Et puis des revendications sociales comme la suppression du servage, la liberté de pêche et de chasse, l'augmentation de la surface des terres communales, la suppression de la peine de mort. Je vous demande de bien entendre ça, suppression de la peine de mort. Bon, alors ces revendications étaient exprimées dans un manifeste de 12 articles qui dénoncent toutes ces dîmes et puis le pouvoir des seigneurs. Bon, alors cette guerre a entraîné à peu près 300 000 paysans. 100 000 ont été tués. 100 000 ont été tués. Luther, Martin Luther, celui que Münzer surnommait la viande douillette de Wittenberg, dit ceci: tous ceux qu'ils peuvent doivent assommer, égorger, passer au fil de l'épée, secrètement ou en public, en sachant qu'il n'est rien de plus venimeux, de plus nuisible, de plus diabolique qu'un rebelle. Ici, c'est le temps du glaive et de la colère, et non le temps de la clémence. Aussi, l'autorité doit-elle foncer hardiment et frappant toute bonne conscience, frapper aussi longtemps que la révolte aura un souffle de vie. C'est pourquoi, chef seigneur, poignarder, pourfender, égorger, à qui mieux mieux. Martin Luther. Une religion de paix et de clémence. Bon,
dans cette guerre de religion, d'ailleurs Münzer lui-même va jouer un certain rôle dans cette guerre des paysans. Alors il était prédicateur, hein, mais il défendait une théologie tout à fait nouvelle. Hein, il proposait en gros de se débarrasser de tout le falbala qui avait été mis par l'Église au-dessus du christianisme. Il veut revenir à une sorte de christianisme des origines, sans Église, sans groupe dirigeant. Et puis il a une vision de Dieu qui est presque panthéiste. Hein. C'est un penseur, hein, Münzer. C'est pas du tout simplement un illuminé qui a pris la tête d'une révolte. Donc, il va prendre la tête d'un groupe, il va finir par être chassé de l'endroit où il prêche, parce qu'on n'aime pas trop ses prêches, mais il va prendre la tête d'un groupe de révoltés, et il va arriver à Mühlhausen en Thuringe, et il va y instaurer une sorte de théocratie radicale et égalitaire, hein, et par là, il va participer à la guerre des paysans. Avec son armée, il va arriver le 15 mai 1525 aux portes de Frankenhausen, et donc ces paysans se mettent en ordre de bataille et ils se préparent au choc décisif. Et alors, Münzer sait bien qu'ils sont mal équipés, inexpérimentés, mais il croit voir dans l'arc-en-ciel un signe de la victoire qui va venir. Bon, la bataille tourne au massacre. Il y a deux armées princières qui s'attaquent à nos malheureux paysans. Ils ont des canons, ils sont commandés par les ducs de Brunswick et Saxe et par Philippe de Hesse, dit le magnanime. Et en tout, ces deux armées perdent 6 mercenaires pour massacrer 5000 paysans. Bon, je suppose que les 6 mercenaires ont dû faire les JT de l'époque et que les 5000 paysans sont passés aux oubliettes de l'histoire. Bon, j'ai rappelé ça parce que, voilà, on demande la guerre des paysans eux-mêmes, vous connaissez? Personne ne connaît. Parce qu'évidemment, les guerres des gueux, ça ne rentre pas dans l'histoire. L'histoire officielle ne leur donne pas de place. Ils n'existent pas, ces gens-là. Les 100 000 qui ont été tués par les princes allemands, excités par Martin Luther, personne n'en parle. Notre histoire, c'est l'histoire des grands. L'histoire diplomatique, etc. etc. Voilà. Bon. Alors, troisième aspect, hein, l'affrontement entre ouvriers et bourgeois. J'ai repris l'ordre de Marx, hein, et lui, il remonte aussi très loin dans notre histoire. Voilà, les premières grèves, celles qu'on a datées, la première grève ouvrière remonterait à l'an 1000 à peu près. Bon. Il y a un grand mouvement ouvrier d'insurrection qui se tient à Florence. C'est la révolte des Ciompi. Les Ciompi, ça se tient au milieu du XIVe siècle. Les Ciompi sont les ouvriers de la laine. Ce ne sont pas des artisans. Donc eux, ils n'ont aucune corporation pour les défendre. Ils n'appartiennent pas aux arts mineurs, par exemple. Ils n'ont rien pour les défendre. Mais ils sont 40 000 à Florence, parce que Florence est une cité industrielle. Voilà. Ceux qui pensent que la révolution industrielle est née en Angleterre peuvent refaire leur cours. Non, elle est en Italie du Nord, la révolution industrielle. Ce que Marx et Braudel avaient dit déjà. Bon. Et alors, c'est Ciompi, donc non seulement ils vont se soulever. Alors, l'histoire du soulèvement est compliquée, hein, mais ça commence par des batailles entre les riches. Et comme dit Marx, quand en haut on se met à jouer du violon, en bas on se met à danser. Donc progressivement, les diverses couches sociales se sont mises en mouvement, puis à la fin, ces ouvriers de la laine qui ont élu un comité des 7 saints pour les représenter. L'influence religieuse est importante, mais ils ont un comité, c'est quoi? C'est le soviet des ouvriers de Florence, ça. Et ils se réfugient dans une église. Et c'est là qu'ils vont... Alors Machiavel, lui, qui est extraordinaire, réinvente à partir de cette histoire, il imagine les discours qui s'y sont tenus. Et ce passage des histoires florentines de Machiavel est absolument extraordinaire, d'ailleurs. Les anarchistes italiens diffusaient Machiavel comme brochure de formation pour leurs militants. Bon, alors, il y a beaucoup d'autres révoltes, hein, ouvrières. Jaurès en étudie un certain nombre dans son histoire socialiste de la Révolution française. Alors, ce qui est intéressant avec cette nouvelle forme de la lutte de classe, c'est sa contradiction. Parce qu'apparemment, quand vous avez pris des esclaves, vous êtes assuré d'eux par la violence. Il est enchaîné, l'esclave. S'il se sauve, il est pourchassé. Et puis, quand on le rattrape, on le torture avec un instrument qu'on appelle le tripalium, qui donne en français le mot travail. Hein,
Voilà, l'esclave est comme ça. Le serf, il n'a pas le choix. Il est en servitude. Et il a 3 jours à faire chez le Seigneur, il faut qu'il les fasse. Tout est clair, et c'est la violence qui assure l'extorsion du surtravail. Au contraire, dans le système capitaliste, nous n'avons plus affaire qu'à des échangistes libres. Hein? Voilà ce que dit Marx. Il dit « la sphère de la circulation des marchandises, où s'accomplissent la vente et l'achat de la force de travail, est en réalité un véritable Éden des droits naturels de l'homme et du citoyen. Ce qui y règne seul, c'est liberté, égalité, propriété, Bensam. » Alors ça, c'est pour Bensam, que Marx appelle parangon de la bêtise petite bourgeoise, à juste titre d'ailleurs. Alors, liberté, car ni l'acheteur ni le vendeur d'une marchandise n'agissent par contrainte. Au contraire, ils ne sont déterminés que par leur libre arbitre. Ils passent contrat ensemble, en qualité de personnes libres et possédant les mêmes droits. Le contrat est le libre produit dans lequel leur volonté se donne une expression juridique commune. Égalité, car ils n'entrent en rapport l'un avec l'autre qu'à titre de possesseurs de marchandises. Ils échangent équivalent contre équivalent. Propriété, car chacun ne dispose que de ce qui lui appartient. Bensam, car pour chacun d'eux, il ne s'agit que de lui-même. La seule force qui les met en présence est celle de leur égoïsme, de leur profit particulier, de leurs intérêts privés. Chacun ne pense qu'à lui, personne ne s'inquiète de l'autre, et c'est précisément pour cela qu'en vertu d'une harmonie préétablie des choses, ou sous des auspices d'une providence tout ingénieuse, travaillant chacun pour soi, chacun chez soi, ils travaillent du même coup à l'utilité générale et à l'intérêt commun. Bon, excellent résumé. C'est pas le conseiller économique du président actuel de la République qui l'a fait. Non, c'est Marx qui critique les économistes de ce niveau. Alors, donc c'est un contrat. Et donc là, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence quand vous achetez votre pain. Argent contre pain. Voilà. C'est un contrat. Je vends ma force de travail, tu me l'achètes, on négocie le prix, voilà, c'est un contrat. Tout le monde est libre là-dedans. Et en réalité, c'est un contrat de soumission. Et c'est ce contrat de soumission qui permet l'extorsion de la survaleur. En réalité, le salariat, c'est nullement un contrat où on vend son travail, c'est un contrat dans lequel on se vend soi-même. Et on vend sa puissance de travail. C'est une sorte d'esclavage à durée déterminée. Et qui coûte bien moins cher que l'ancien esclave. Parce que l'esclave, il fallait l'acheter, donc c'est un investissement sur le marché aux esclaves. Ensuite, même s'il ne travaille pas, l'esclave, ben vous l'avez payé. Et alors, supposez qu'il meurt tout de suite. Bon, il n'y a pas de garantie décennale. Voilà, votre esclave, il vous a coûté beaucoup d'argent. Alors que l'esclave ouvrier, c'est pratique. Vous l'achetez, il ne peut plus travailler ce soir, très bien, j'en prends un autre demain. Puisqu'il n'y a plus qu'un lien contractuel en apparence. Voilà. Alors que dans l'esclavagisme et le féodalisme, l'extorsion du surtravail, elle est ouverte, elle est sans phare, ici elle apparaît masquée. Et le principe de la domination, la violence qui était masquée, qui était claire dans les anciens modes de production, ici elle est complètement déguisée. Bon. Et pourtant, la réalité, c'est que l'entreprise capitaliste est par essence une tyrannie. Une tyrannie. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le capital décide. Il veut vous jeter, il vous jette. Il n'y a pas de problème. Vous ne faites plus l'affaire, on vous licencie. Votre entreprise ne rapporte plus assez, dehors. Et vous êtes obligé de suivre. De toute façon, c'est comme ça, c'est un contrat de soumission. C'est juridiquement défini comme ça, d'ailleurs. Alors, quelle est la seule différence avec l'esclavage? C'est tout simplement qu'au fil des temps, pour un tas de raisons historiques sur lesquelles je vais pas revenir, eh bien, les travailleurs ont imposé des lois sociales pour les protéger, un code du travail pour les protéger. La seule arme dont disposent les travailleurs, c'est leur code du travail. Ils n'en ont pas d'autre. C'est bien pourquoi, depuis 20 ans, mais surtout au cours des quelques dernières années, il y a eu un objectif des classes dominantes, en finir avec le code du travail. Parce que le code du travail, c'est la seule richesse de ceux qui n'ont rien. La seule liberté de ceux qui n'ont pas de liberté. Alors, ce rapport est un rapport intrinsèquement violent. Voilà.
Il faut dire les choses comme elles sont. Je sais bien que c'est aujourd'hui, il faut sanctifier l'entreprise, il faut adorer l'entreprise, il faut développer l'esprit d'entreprise, il faut qu'on soit tous des entrepreneurs de nous-mêmes, etc. Non, l'entreprise est un lieu de violence. Alors, violence réelle, violence symbolique, c'est un lieu dans lequel vous êtes contrôlé. Alors, évidemment, ceux qui n'ont jamais travaillé avec un contremaître qui a son chronomètre et qui est dans votre dos en train de regarder ce que vous faites, ceux-là, ils ne comprennent rien à tout ça. Mais quand vous l'avez fait, là, vous commencez à comprendre. Quand vous sortez d'une journée de travail où vous êtes rincé parce que vous avez fait les mêmes gestes pendant 8 heures ou 10 heures d'affilée, avec des gens qui contrôlent ce que vous avez fait, et que vous savez que si par hasard vous n'avez pas été assez vite, tout ça va vous retomber sur le coin du dos un de ces 4 matins, là vous comprenez ce que ça veut dire. Alors évidemment, les gens qui font partie de cette nouvelle classe éduquée, qui ignorent la réalité du travail, peuvent dire autre chose, peuvent dire tout ça c'est des vieilleries, ça n'existe plus. Mais c'est pas vrai, c'est toujours ça la réalité. Et alors, si elle est moins prégnante chez nous, c'est tout simplement parce qu'on l'a supprimée chez nous pour aller faire travailler les autres. Hein? Regardez comment ça se passe dans les usines. Alors, par exemple, les vêtements fabriqués pour une maison qui vend à côté de la place de l'ancienne chambre du commerce, là, hein, ils sont fabriqués où? Ils sont fabriqués au Bangladesh. Et au Bangladesh, la dernière fois qu'il y a eu un incendie dans une grande usine, on avait fermé toutes les portes pour pas que ces salopards d'ouvrières aillent en profiter pour ne plus travailler. Donc elles ont brûlé sur pied. Vous ne trouvez pas que c'est de la violence, ça? Ben, c'est ça la violence du capital. Bon, voilà. Et puis, vous avez les sanctions, vous avez tous les mécanismes d'extorsion de la survaleur. Alors, avant, c'était l'horloge, maintenant, on a les ordinateurs pour nous contrôler. C'est encore plus vicieux, puis c'est bien plus puissant. Demandez aux gens qui travaillent dans les call centers, par exemple. Donc, voilà. Alors, ça, c'est la réalité quotidienne. Mais vous me direz, c'est pas la guerre, c'est la violence quotidienne. Bon. Mais en dernière analyse, le règne du capital, ben, comme tous les autres, ça passe par la guerre. Alors, d'abord, ça commence comme ça. Ça commence par l'expropriation des paysans indépendants pour en faire des prolétaires. C'est le grand mouvement des Enclosures en Angleterre. La plupart du temps, donc, des petits producteurs, les paysans, les artisans, etc., ben, ils vont quitter la scène sociale, non pas de leur plein gré, mais manu militari. Les propriétaires fonciers qui disposent de privilèges royaux, les grandes compagnies qui opèrent dans le trafic au loin, qui trafiquent les matières précieuses autant que les esclaves, etc. C'est tout ça qui va chasser ces gens-là. Si on faisait le compte des massacres, des morts de famine, des déportations, des morts au travail, ou tout simplement des morts qui sont morts parce que leur tête ne revenait pas aux conquistadors qui passaient par là, on s'apercevrait que les massacres du XXe siècle, c'est rien à côté. Rien. Et c'est des massacres qui se sont faits avec des moyens techniques extrêmement limités. Hein, la mitrailleuse, il a fallu attendre la guerre de sécession pour qu'on l'invente. Bon. La chambre à gaz, c'est encore plus récent. Il n'y avait pas de train, pas de chimie moderne, et pas, avec aussi peu de moyens, les conquistadors espagnols ont conduit à la mort des millions d'habitants d'Amérique du Nord en quelques décennies. Beaucoup plus près de nous, Hannah Arendt, dans son livre sur l'impérialisme, qui est le premier des 3 volets qu'elle consacre au système totalitaire, aux origines du totalitarisme, rapporte ce qu'a été la colonisation du Congo, qui était non pas une colonie belge, mais la propriété privée du roi des Belges. Donc aucune loi n'y régnait. On estime en 30-40 ans à 9 millions de morts. Vous pouvez trouver encore, parce que c'est pas si vieux que ça, des photos des châtiments infligés à ceux qui refusaient de travailler, à ceux qui tentaient de s'échapper, etc., par les agents du roi des Belges. Voilà. Bon. Ajoutons que pour ce qui concerne cette région-là, ça n'a pas beaucoup changé. Les acteurs ont été un peu modifiés, mais les problèmes sont les mêmes. Alors si on ajoute à ça les millions de paysans morts de famine en Europe, par exemple, on aura un tableau un peu plus réaliste des bienfaits du libéralisme capitaliste.
après avoir rappelé cette réalité de l'accumulation primitive, après avoir dans le détail montré comment on a chassé les paysans irlandais, écossais et anglais de leurs terres pour y mettre des moutons, hein, il y a des propriétés communes, c'est malheureux. Quelle idée. C'est à tout le monde, donc c'est à personne. Si c'est à personne, c'est à moi, leur disait le landlord du coin. Donc j'y mets des moutons, donc vous partez. Ceux qui ne voulaient pas partir, on mettait le feu à leur maison. S'ils continuaient à vouloir rester, ben on leur envoyait la troupe. Alors après, comme ils n'avaient aucune envie de devenir ouvriers, ce n'était pas une condition très, très attrayante quand même, hein. Donc ils devenaient mendiants. Ils faisaient des bandes qui faisaient un peu de pillage, tout ça. Donc on a toutes les lois sur les pauvres. Par exemple, si vous êtes pris à braconner, vous avez capturé un lapin, condamnation à mort. Dans la très démocratique Angleterre, qui a inventé le droit, condamné à mort pour braconner un lapin. Voilà. Et puis, ceux qui ne se résignaient pas, on les enfermait où? Dans des workhouses, maisons de travail. Une sorte de camp de concentration, camp de travail avant l'heure. C'est comme ça qu'est arrivé au monde le capitalisme anglais. Voilà. Et donc, après avoir évoqué cette première accumulation du capital, Marx conclut, dit « Voilà quel prix nous avons payé nos conquêtes. Voilà ce qu'il en a coûté pour dégager les lois éternelles et naturelles de la production capitaliste, pour consommer le divorce du travailleur avec les conditions du travail, pour transformer celle-ci en capital et la masse du peuple en salariés, en pauvres industrieux. Chef-d'œuvre de l'art, création sublime de l'histoire moderne. Si, d'après Augier, c'est avec les taches naturelles de sang sur ses faces que l'argent est venu au monde, le capital y arrive, suant le sang et la boue par tous les pores. Voilà. Alors, ce fonctionnement originel du capital va se retrouver dans toute la réalité de l'histoire. Là aussi, je vais donner quelques... Bon, je pense que vous connaissez peut-être le Germinal de Zola, qui raconte ce qu'étaient les conditions des premières grèves ouvrières. Hein. Je vais rappeler quelques épisodes. Commune de Paris, 18 mars, 25 mai 1871. Ça se termine par la semaine sanglante. Entre 20 000 et 30 000 morts. Semaine sanglante. Bon, Fourmi, 1er mai 1891. Manifestation pacifique pour la journée de 8 heures. Le gouvernement, la Troisième République, envoie la troupe. 10 morts, 35 blessés. 1906, c'est la catastrophe de Courrières, qui fait 1099 morts officiellement recensés. Quand on lit les récits, on voit comment tout ça s'est passé. C'était une catastrophe terrible, hein, autour du pays de Lens. Et entre Lens et Courrières, ça se passe. C'est des galeries de mines qui s'effondrent à cause du grisou. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il y a une grande émotion. Ça crée quand même un gros choc. Hein, parce que c'est une catastrophe qui est presque... C'est la plus... Il y en a une seule qui était plus meurtrière dans les mines, c'est en Chine, dans les années 1940. Je rappelle, 1099 morts recensés. Et puis, qu'est-ce que voient les ouvriers? C'est que les patrons des mines s'occupent surtout de sauver les installations et se contrefichent d'aller voir s'il ne reste pas des survivants. Alors ça fait monter un peu la colère. Donc il y a des grèves, et puis il y a des incidents qui surviennent, et puis il y a aussi les vieux syndicats jaunes qui s'en mêlent et qui se heurtent aux jeunes syndicats affiliés à la CGT. Et puis, face aux mineurs, donc ils sont un peu en colère tout de même, le ministre de l'Intérieur de l'époque, un nommé Georges Clemenceau, mobilise 30 000 gendarmes et soldats. Et il envoie 13 trains de renforce militaire. Et puis de nombreuses arrestations, etc. C'est la guerre, hein? Voilà. 1907, c'est les vignerons du Midi qui se révoltent. Là aussi, on leur envoie l'armée. Alors là, pas de chance. Comme la conscription faisait que l'armée la plus proche, c'était les enfants du pays, on leur demande d'aller tirer sur leurs parents. Donc, les soldats du 17e ont défilé crosse en l'air. Hein, les braves piou-piou de Châteauguay, Admire et M. Eux, ils vont finir déportés. Clemenceau qui a organisé toute une série de provocations, qui a fait venir un des leaders pour négocier, et puis ensuite a fait courir le bruit que ce leader s'était vendu à Clemenceau, etc. Hein, si on regarde cette affaire, ça laisse du personnage un portrait
qui n'est pas très flatteur. Bon. C'est pas fini. Draveil, Villeneuve-Saint-Georges, le 2 mai 1908. Toujours, là, Clémenceau n'est plus ministre de l'Intérieur, il est Premier ministre. Le président du Conseil, on disait. Grève, plusieurs grévistes sont tués pendant les manifestations qui se déroulent jusqu'au 30 juillet